Bienvenue sur la TFM, bienvenue à votre émission Question directe qui reçoit aujourd'hui Sadou Mbaye. Sadou Mbaye, c'est un ancien haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement, chroniqueur politique et économique. Sadou Mbaye, merci de nous recevoir chez vous. Macky Sall vient de boucler 100 jours à la tête du gouvernement du Sénégal. Si vous me demandez aujourd'hui d'analyser la gouvernance de Macky Sall, que diriez-vous? La sérénité. La sérénité, après 12 années de tourbillon, de démesure, de cacophonie, nous sommes en présence maintenant d'une équipe qui ont donnons-lui le bénéfice du doute. Attendons de voir ce que cette équipe peut faire, mais en 3 mois, cette équipe donne une impression de compétence, de sérénité, mais plus important encore, ce qu'il y a à faire au Sénégal, c'est tellement énorme que ce n'est pas l'histoire d'un parti, de 2 partis, c'est l'histoire d'une mobilisation globale. Il ne faut pas oublier quand même que Macky fonctionne à l'intérieur d'une coalition. Là, on l'appelle coalition Bokk Yakaar. On espère qu'il s'en sortira avec une majorité parlementaire pour pouvoir gouverner dans le calme et la sérénité dans les 5 années à venir. Parce que ce qu'il convient de faire au Sénégal, c'est pas difficile, hein? C'est simplement d'une bonne gouvernance et dans les 10 années à venir, nous pouvons accrocher le wagon du Sénégal sur le wagon de cette croissance économique mondiale, hein, qui dépend profondément de l'Afrique. Que les Africains, en dépit du discours afro-pessimiste du monde, mais c'est l'Afrique maintenant qui est le moteur principal de la croissance économique mondiale. Sur les 10 économies les plus performantes du monde, en dehors de la Chine, de l'Inde et puis du Vietnam, toutes les 7 autres économies, c'est des économies africaines. Mieux, en Afrique de l'Ouest, nous comptons 2 de ces économies, le Nigeria et le Ghana. Et notre ambition maintenant de faire en sorte que dans les 10 années à venir, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à M. Macky Sall, de montrer assez de compétences, de réalisation pour pouvoir rester 10 ans, parce qu'on a besoin de 10 ans pour bâtir les fondations d'une économie solide et après 10 ans d'accrocher le wagon du Sénégal dans le wagon de la croissance mondiale. Parce que vous avez cité tantôt le Ghana. Le Ghana fait partie des pays où il y a eu la rupture dans la gouvernance, dans la façon de gérer. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, avec Macky Sall qui est présent, vous avez les prémices de cette rupture? Absolument, absolument, absolument. C'est pas lié d'ailleurs spécifiquement à la personne de Macky Sall, c'est que c'est lui qui en a le plus bénéficié, c'est lui qui a récolté le plus de dividendes. Mais il faut dire que y a une nouvelle lecture. Il y a des facteurs se sont passés et qui font que pourquoi l'Afrique est devenue une moteur de croissance mondiale. Mais c'est pas venu de comme ça, on ne nous a jamais fait de cadeau. Le problème, c'est que le rapport de force mondiale a changé. C'est-à-dire, depuis les indépendances jusque dans les années 90, qu'est-ce que nous avons eu? Mais l'Afrique, le rapport de force était favorable aux pays occidentaux qui avaient colonisé justement l'Afrique pour en faire uniquement des aires d'exploitation. C'est-à-dire c'était nos matières premières et on ne les transformait pas, il n'y avait pas de valeur ajoutée. Hein? On avait beau avoir des recettes d'exportation, les recettes d'exportation servaient à payer l'encours de la dette. Mais maintenant, le rapport de force a changé, les nouveaux acteurs sont venus. Hein? C'est ce qu'on appelle les pays émergents. Au lieu de l'aide, maintenant, c'est des investissements directs que nous avons. Deuxièmement, mais pendant 20 ans, nous sommes passés à travers des programmes d'ajustement structurel. Ces programmes d'ajustement structurel-là qui font que, à peine les Européens les ont commencés, qu'ils commencent à crier au secours, que non, l'austérité c'est trop dur, qu'il nous faut aussi des fonds pour en même temps faire de la relance. Mais non, nous n'avons pas de fonds de relance. Nous avons subi 20 ans de programmes d'ajustement structurel, c'était abominable. Les fondations de nos économies ont été détruites. Hein? Mais la consolation, on s'en est sorti avec des économies, maintenant, des finances publiques qui sont saines. Hein? Maintenant, au lieu de l'aide, nous avons des investissements directs étrangers. Mais est-ce que ces investissements directs étrangers profitent à nos pays? Absolument. Comment? Absolument, ça profite dans nos pays. Regardez, les 10 dernières années, le taux de croissance moyenne, c'est de 5 à 7%. Le taux de croissance moyenne de 5 à 7%. C'est les 10 économies les plus performantes du monde, comme je vous l'ai dit, les 7 sont des économies africaines. Vous avez vu que maintenant, les États-Unis sont en train de faire une politique africaine. Il faut dire que tout s'adapte maintenant à cette nouvelle logique.
mais plus important encore, de toutes les sources de financement que nous recevons, mais c'est les sources de financement qui viennent des travailleurs immigrés qui sont les plus importants. C'est 40 milliards de dollars par an. Si on fait un effet de démultiplication en utilisant ces fonds d'une manière intelligente et productive, on peut fonder sur ça 120 milliards de dollars d'investissement direct. Donc, il nous suffit de les utiliser d'une manière rationnelle. Mais qui c'est qui les utilise de manière rationnelle? Dans les pays d'Afrique du Nord, dans un pays comme le Nigeria, comme le Kenya, le transfert des immigrés contribue jusqu'à 50% aux investissements productifs. Nous, c'est 15%. Tout le reste va à la consommation. Hein? C'est les mariages, c'est les mobiles, c'est les transferts de corps. Mais justement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de réforme sur le plan économique qui font qu'aujourd'hui, que cet argent puisse être utilisé à bon escient? Exactement. Vous savez que nous, on avait des vocations de colonies, donc de comptoirs commerciaux. Donc, si vous voyez bien nos banques, nous n'avons que des banques commerciales. Que ce soit de la BNP, la BICIS, de la Société, ce sont des banques commerciales. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est là pour financer le commerce. Hein, par des crédits à court terme de 3 mois, ça permet au Sénégal d'acheter son pétrole, d'acheter ses pièces détachées, d'acheter son riz, et on paye des sommes absolument abominables. Maintenant, il est temps qu'on reconvertisse tout ça, hein, qu'on passe à des exportateurs de matières premières, notre arachide ici, notre poisson, à des créateurs de valeur ajoutée. Hein? L'industrialisation. Un autre fait qui est exactement positif, c'est que de tous ces éléments positifs, il y en a encore un autre, c'est que la structure de notre PIB, la formation de notre richesse, 15% vient de l'agriculture, alors qu'avant c'était 70%, 80%, 20%, un peu plus de 20% de l'industrie, et tout le reste des services, c'est-à-dire c'est les banques, c'est l'informatique, c'est les assurances. C'est parfait. Donc maintenant, si on regarde bien le Sénégal, les avantages comparatifs du Sénégal, tout le discours, si on le met à l'application, ce qu'il nous faut, c'est une bonne gouvernance, et dans les 10 années à venir, le Sénégal va être un pays émergent. Et devez vous dire comment? La bonne gouvernance nous permettra d'assurer notre autosuffisance alimentaire. C'est facile. Sur les 25 000 hectares qui étaient à irriguer, il n'y a eu que 15% d'hectares. Mais ce n'est pas facile, ça, parce que pendant 50 ans, on en parle. Le problème, ce n'est pas de continuer à faire des discours, c'est de dire, voilà la voie qu'il faut indiquer, comment y aller, avec quels moyens. Alassane, on a cessé les discours. On parle maintenant de bonne gouvernance. Ça fait partie, vous savez, le Sénégal a entrepris mais un exercice énorme. On ne s'en rend pas compte, mais énorme. Ce sont des assises nationales qui ont abouti à des chartes de bonne gouvernance. Macky Sall les a épousées. Une fois qu'on a les chartes de bonne gouvernance, nous allons commencer à faire le véritable travail de fond, à commencer d'abord par l'agriculture. Il faut toujours commencer par l'agriculture, assurer notre autosuffisance alimentaire, en investissant dans quoi? Dans les infrastructures. N'est pas acceptable. Tu ne peux pas faire du bassin de la région nord, la région productrice de ce riz dont nous avons besoin, que nous importons maintenant les 2/3 ou les 3/4, on les importe, c'est pas acceptable ça. On ne peut pas en faire si nous n'investissons pas, nous n'investissons pas dans les infrastructures de la route des Niayes. Ça, nous allons le faire. Deuxièmement, il nous faut la maîtrise de l'eau. On ne peut pas compter sur la pluviométrie. Ne cultiver que 3 mois. Mais bon Dieu, nous avons le barrage de Manantali. Hein? Nous avons le fleuve, le Baladjama. Nous avons le fleuve Sénégal. Mais quand même, quand on sait que le Mali est autosuffisant en riz et exporte du riz en ne disposant que du fleuve Niger, c'est pas acceptable que nos élites préfèrent encore importer tout ce que nous mangeons parce que c'est leur source d'enrichissement. C'est cette culture aussi qui est partie avec la nouvelle équipe de Macky, hein, et sa coalition. Espérons que cette coalition arrivera à avoir une majorité parlementaire. La maîtrise de l'énergie. Mais enfin, nous avons un pays qui est ensoleillé 365 jours sur 365. Pourquoi nous continuons à dépendre non seulement du pétrole, mais maintenant, les solutions de relance de Watt, ils voulaient maintenant aussi qu'on dépende de l'importation du charbon. Mais nous avons le soleil, nous pouvons être autosuffisants aussi et même exporter de l'énergie avec notre énergie solaire. Le problème, c'est quoi? C'est les lobbies.
les banques commerciales se sucrent avec les importations de pétrole, l'élite se sucre avec les importations de pétrole, mais il est temps que le Sénégal se sucre en arrivant à l'autosuffisance énergétique. Tout cela, c'est le discours. Nous avons. Le problème, c'est comment allons le faire concrètement. Mais parce qu'il y a trop de discours. Le discours ne suffit plus. Il faut investir. Il faut de la bonne gouvernance. De l'action aussi. Oui, de l'action. Concrète. Oui, de l'action concrète. Je te dis, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que maintenant, cette action concrète, c'est quoi? C'est mobiliser les ressources, avoir la bonne politique. Je vous dis que la bonne gouvernance, ça fait partie quand même des exigences du Sénégal, et Macky Sall a été élu pour justement instaurer cette bonne gouvernance. Donc, assumons que cette bonne gouvernance suivra. Maintenant, mobilisation des ressources. Jusqu'à présent, on n'avait droit qu'à l'aide. Et l'aide, c'est la plus mauvaise source de financement possible. Maintenant, nous avons les investissements directs étrangers. Ces investissements directs étrangers sont passés en 10 ans de 9 à plus de 60 milliards de dollars. Maintenant, nous avons la source de financement qui est la plus importante, c'est le transfert des immigrés. Malheureusement, pour le moment, nous, on n'utilise qu'à 15%. Mais comment organiser ce transfert des immigrés avec autant d'argent qui viennent, l'argent qui sert plutôt à la consommation, à la construction de bâtiments? Oui. Comment capitaliser cet argent pour l'investir? Mais justement, en créant une banque d'investissement de la diaspora, qui est un projet extrêmement avancé. Je veux que le Sénégal le prenne pour en faire le projet pilote, mais nous allons pouvoir faire une banque d'investissement de la diaspora. Et le qui a d'importance, c'est que l'apport de la diaspora ne sera qu'un élément. Ce que nous voulons, construire une banque avec une structure de capital qui fait que, au moment où nous allons être notés par les agences financières internationales, nous allons la note la plus élevée. On ne peut pas rêver d'un triple A, mais si nous avons parmi nos actionnaires des institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Société financière internationale, toutes des institutions qui ont le triple A, nous pouvons, avec aussi des États comme actionnaires, avec la société, avec les sociétés privées, avec la diaspora, nous pouvons espérer avoir une dotation financière qui nous permettra de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux et sur les bourses régionales. Si on a un effet de levier de 3, donc sur les 40 milliards de dollars que l'Afrique subsaharienne reçoit, mais on peut facilement avoir 120 milliards de dollars. Et cette banque est en état à un niveau très avancé. Nous y travaillons depuis 3 ans. Maintenant, il est temps qu'une grosse institution ou un État prenne en charge, devienne le pilote. Le problème, vous le disiez tout à l'heure, c'est que nos gouvernants sont pratiquement entourés de lobbies et de banques étrangères qui sont des banques commerciales qui sont chez nous. Est-ce que vous pensez que nos gouvernants ont assez une capacité de réponse ou bien de contrer ces lobbies qui pratiquement gèrent nos économies? Mais le monde traverse... Il y a un nouveau rapport de force mondiale. On ne peut plus continuer à faire comme avant. Mais nous disposons d'une équipe qui, j'espère, pourra aller négocier avec nos partenaires pour changer l'ordre des choses. Maintenant, négocier aussi avec les nouveaux arrivants pour avoir des investissements directs. Par exemple, quand nous allons discuter avec les Chinois, quand nous allons discuter avec les Brésiliens, ce sera pour qu'ils apportent des investissements directs. Maintenant, avec nos anciens partenaires, par exemple les Européens, le fait le plus marquant dans ces relations, quand il s'agit du Sénégal ou des pays de la zone franc, c'est la monnaie. Mais cette monnaie, il est hors de question, de mon point de vue, de demander à démanteler ça. Mais il y a une nouvelle équipe en France, il y a une nouvelle équipe ici. Nous pouvons nous asseoir et expliquer aux Français que le système actuel, avec ses anomalies, c'est-à-dire un taux de change fixe, extrêmement élevé, qui est en train vraiment de détruire toute notre compétitivité, que le libre transfert de l'argent, sa convertibilité, ça équivaut, c'est vraiment ça équivaut à des fuites massives de capitaux. Donc en fin de compte, les capitaux qui sortent sont supérieurs aux capitaux qui rentrent. Mais quand on va aller dire aux Français que ce système peut profiter à des groupes comme Bouygues, comme Bolloré, et tout ça, mais ça profite ni à la France, ni au Sénégal, ni aux Français, ni aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça profite à qui? Ça profite aux grands groupes commerciaux. Aux grands groupes. Oui, mais est-ce que vous pensez que ces grands groupes commerciaux qui sont quand même une capacité de financement extraordinaire dans les pays européens vont accepter de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ah, attention, cette branche sur laquelle ils sont assis, ils sont en train... La France investit beaucoup plus au Vietnam que dans ses anciennes colonies. Et pourtant, le franc vietnamien n'est pas convertible. La France investit énormément en Chine, investit encore plus au Nigeria, en Afrique du Sud que dans les pays francophones. Ces pays n'ont pas de monnaie convertible.
C'est-à-dire, imagine à ton niveau individuel, imagine ton groupe, mais ton groupe est là, c'est le franc CFA. Que ce franc soit convertible ou pas convertible, c'est ce franc CFA qui fait sa richesse. Quand on va évaluer la richesse de ce groupe, c'est ce franc CFA. Donc, si on prend ces groupes-là, ce qui importe, c'est leur capitalisation, c'est ce qu'ils représentent. C'est pas du tout la convertibilité qui permet de leur faire transférer. Donc, on peut facilement expliquer à un gouvernement responsable qu'il n'est pas de notre intérêt, des petits pays comme ça, avoir une monnaie convertible, alors que ni le Brésil, ni la Chine, ni l'Afrique du Sud, ni l'Inde n'ont des monnaies convertibles. Que ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir un taux de change fixe, très élevé, qui fait que si toi, aujourd'hui, tu construis, disons, une voiture, avec ce taux de change, tu n'as aucune chance d'avoir un produit compétitif par rapport, par exemple, à un pays qui n'a pas ce taux de change. Mais ce système arrange le gouvernement français et les gens qui sont en euro. Mais est-ce que vous pensez que ça, ils vont accepter aujourd'hui de permettre aux francs CFA d'être arrimés en poignée de monnaie, comme on dit, pour le permettre d'être fluctuant, pour pouvoir exporter de manière convenable pour nos pays? Mais enfin, Alassane, essayez de m'expliquer comme une chose, juste une chose. Pourquoi le taux de change du franc CFA qui est arrimé à l'euro à un taux de change fixe alors que l'euro est fluctuant? Comment on peut expliquer ça? Ce n'était que dans l'ordre d'un rapport de force qui était favorable à des gens qui pensaient à exploitation. Mais quelle est la responsabilité de nos leaders par rapport à cela? La responsabilité... C'est une question bien précise. Mais oui. S'ils n'ont jamais mis cette question sur la table. Ils ne l'ont jamais... Oh si, attention. Wade, quand il était dans l'opposition... Oui, Wade était seul. Oui, d'accord. Mais après, il était dans l'opposition. Il disait que le franc CFA créé au Sénégal le matin, mais en France l'après-midi. Mais dès qu'il est venu au pouvoir, il a dit que le franc CFA... Il y a des réalités, donc qui sont là. Voilà. Mais ces réalités-là... Pourquoi on ne peut pas mettre ce débat-là sur la table? Mais oui, il faut le mettre sur la table. Comment? Et justement, j'estime que la nouvelle équipe, de nouvelles équipes, de nouveaux dirigeants sont les plus à même de les